Fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision, bienvenue à votre émission Géopresse, une émission qui décrypte pour vous les questions liées à l'économie, à la gestion de l'État et à la gouvernance publique. Dans ces nouveaux numéros, nous allons faire le point sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie africaine en général et sur l'économie de la République démocratique du Congo en particulier. Comment comprendre la guerre en Ukraine ? Est-ce qu'on peut craindre une troisième guerre mondiale? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de cette émission. Et pour aborder ces questions, j'ai à ma droite Fiston Oleko, journaliste économique à Géopolis Forum. Bonjour Fiston. Bonjour Jean Moulamba et merci pour l'invitation. À ma gauche, j'ai les chroniqueurs internationaux Pati Mukuna, aussi journaliste à Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon ami Doudou et merci de nous recevoir et de partager ce plateau pour analyser la politique internationale. Merci, très heureux de vous recevoir dans cette émission. Nous démarrons cette émission avec cette question. Monsieur Fiston Oleko, nous observons tous la guerre en Ukraine qui a été déclenchée il y a déjà plus de 65 jours. Et aujourd'hui, les conséquences sont vraiment néfastes sur toute la planète. Mais quel est le contexte ou quel est l'état de la question vraiment de cette guerre en Ukraine? Merci pour la question et directement j'en profite pour lui dire mes bonjours, mes salutations à mon confrère qui est en face de moi. Merci. La question de la guerre en Ukraine, le contexte, comme vous avez dit, nous sommes là en face des superpuissances. C'est-à-dire que le bloc, le terme n'est pas approprié en ce moment parce que les murs de Berlin étaient tombés depuis 1989. Le bloc soviétique et le bloc occidental. Le communiste. Les communistes, voilà. Le terme aussi n'est pas approprié pour le moment. Donc, c'est-à-dire que chacun essaie un peu d'assurer son hégémonie dans le coin qui lui appartient en ce moment. Mais il s'est fait que d'abord, au niveau de la géopolitique, la Russie s'est voyée un tout petit peu encerclée par l'Occident, justement avec l'OTAN. Et il faut voir en ce moment la carte même géographique. Vous allez comprendre que ce pays est encerclé par les pays limitrophes qui sont membres justement de l'OTAN. Et ça a fait que la Russie, depuis longtemps, tirait la sonnette d'alarme pour dire que nous sommes menacés. La Russie se voit être menacée par les tentatives de se voir matée par les forces occidentales. Donc à partir de ce moment-là, déjà la Russie commençait à imaginer comment faire pour riposter. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui les dirigeants de la Russie, c'est un ancien de KGB et il a toujours en lui cette image de la Russie puissante, cette image de la Russie qui veut s'affirmer dans le monde. Donc de l'autre côté, il y a aussi l'Occident qui veut toujours et toujours propager sa puissance. C'est un peu de diffuser sa puissance dans le monde et c'est ce qui ne passe pas avec la Russie. Ça, c'est d'un côté. Mais il y a aussi de l'autre côté sur le plan culturel. Sur le plan culturel, il faut dire que la Russie a toujours considéré l'Ukraine comme un pays frère. Un pays avec qui il partage vraiment les mêmes cultures. D'ailleurs, en Ukraine, il y a certainement des peuples qui parlent russe. Oui, il y a des régions. C'est un élément très important de la culture. Donc, voir cette partie-là du monde qui est justement collée à la Russie, à elle, avoir des velléités justement d'adhérer à l'OTAN. Et c'est aussi ça qui a mis un peu le poudre dans le feu, jusqu'à arriver même à soutenir les deux régions, les deux territoires, Donbass et Louhansk, qui étaient déjà envahis par les forces séparatistes. Donc c'est un peu ça le contexte. Le contexte est sur au niveau de la géopolitique, mais aussi au niveau de la culture, parce que l'Ukraine est vue par la Russie comme étant une partie de l'Union soviétique d'antan. Mais aussi, il faut dire que l'Ukraine a été un pays tampon qui permettra à ce qu'il n'y ait pas confrontation entre justement les forces occidentales et la Russie. Et la Russie. L'Ukraine, un pays frère à la Russie, une république sœur à la Russie,
il y a des Ukrainiens qui parlent russe. Par le passé, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique russe. Mais est-ce que M. Paty-Mukuna peut considérer aujourd'hui que l'Ukraine constitue vraiment une menace pour la Russie et que cela pousse le Kremlin à déclencher une opération militaire spéciale dans ce pays? Merci pour la parole. J'aimerais aborder cette question dans son volet historique pour essayer de relever d'où nous sommes partis pour atteindre le débat actuel autour de cette opération spéciale que la Russie a lancée vis-à-vis de l'Ukraine. Déjà aux alentours de 1654, c'est pratiquement à cette date que Bogdan Khmelnytsky avait cédé l'Ukraine auprès du tsar russe. Et bien après, ces deux pays ont depuis cohabité, ces deux États ou ces deux espaces, ainsi que leurs peuples, ont cohabité depuis 1654 jusque là où nous en sommes aujourd'hui. Donc ce mariage est né exactement à la date de 1654, lorsque Khmelnytsky va faire allégeance au tsar russe en lui cédant l'espace qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine, parce qu'il voulait un peu se départir de cette domination qu'il y avait entre les Polonais et les Lituaniens. Alors là, c'est un peu un pan de l'histoire. L'autre côté, mais pourquoi l'Ukraine? Parce qu'il y a plusieurs États. Pourquoi aujourd'hui on se cristallise autour de l'Ukraine? C'est parce que au tout début des années 1900, vraiment au tout début, il y a un théoricien, un géopolitologue, qui va mettre en place une théorie de géopolitique qu'on appelle le pivot historique, généralement qu'on appelle le Heartland. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il va mettre en place des pensées, des théories qui vont expliquer le monde. Un théoricien russe? Non, c'est plutôt un anglais. Il s'appelle Alfred John Mackinder. C'est lui qui va mettre en place une théorie qui explique en fait le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit dans sa théorie? Il dit, nous sommes au début des années 1900, donc aux alentours de 1905-1912. Avant la Première Guerre mondiale. Bien avant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le monde est une île, que lui appelle île-monde, qui regroupe l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et ces trois blocs forment une île, et lui appelle l'île-monde. Et cette île a un cœur, a un pivot, que lui appelle le Heartland. Et c'est lui qui commande le Heartland, commande le monde. C'est la célèbre phrase en géopolitique qui dit « c'est lui qui tient le Heartland, tient l'île du monde. Et celui qui tient l'île du monde, tient le monde entre ses mains. » Donc, dans sa théorie, il explique qu'il y a deux cœurs dans le monde. Il y a un cœur qu'on appelle un cœur au nord, l'hémisphère nord, et un cœur au sud. Alors, malheureusement ou heureusement, le Heartland nord, Mackinder le fixe en Ukraine. Ok? C'est là qu'il va expliquer que c'est lui qui tient l'Ukraine, tient le monde. C'est lui qui contrôle l'espace qu'on appelle l'Eurasie, tient le monde. Qu'est-ce qu'il y a en Ukraine qui peut faire aujourd'hui? Je veux en venir. D'abord, il explique que c'est lui qui tient l'Ukraine, qui tient la partie qui représente aujourd'hui l'Ukraine, tient en fait le Heartland, et de là, il peut diriger l'île du monde. L'autre Heartland de Mackinder, il le place en République démocratique du Congo. C'est vrai, ce que je suis en train de vous dire, c'est vérifiable et vérifié. La RDC fait partie de l'Heartland Sud, selon Mackinder. Donc aujourd'hui, c'est lui qui tient ces deux espaces, RDC et Ukraine, et potentiellement la grande puissance. De par le rôle et l'emplacement que jouent ces deux États. Pourquoi l'Ukraine? L'Ukraine, c'est le pont qui relie deux continents. C'est l'entrée, c'est la porte d'entrée en allant vers l'Asie ou en allant vers l'Europe. On passe par l'Ukraine. C'est lui qui contrôle l'Ukraine, contrôle une grande zone qu'on appelle l'Eurasie. Et cette zone, c'est une zone d'influence qui donne accès à beaucoup de choses. Du côté russe, tout comme du côté européen. Et tout comme du côté de la grande puissance qui est les États-Unis, qui cherche à dominer, à contrôler cet espace. Cette théorie dont je vous parle de Heartland est renforcée par un autre théoricien que vous connaissez, et plus récemment, qu'on appelle Zbigniew Brzezinski, Oui. qui va écrire un livre qu'on appelle Le Grand Échiquier. Là-dedans, il explique que l'URSS représente en fait ce qu'on appelle les trous noirs géopolitiques. Un État qui n'est pas à mesure de gérer ou de contrôler l'Eurasie.
Donc, de ce fait, il faut que les États-Unis puissent contrôler l'Eurasie. En contrôlant l'Eurasie, il va contrôler le monde. C'est comme ça, depuis, les États-Unis n'aiment jamais quitter les contrôles de l'Ukraine. Depuis, les États-Unis est en train d'ergoter tout autour de cet espace pour avoir la mainmise. Parce que de là, il tient et l'Europe et l'Asie entre ses mains. Donc aujourd'hui, tenir l'Ukraine, contrôler l'Ukraine, posséder l'Ukraine, c'est avoir le contrôle entre deux portes qui s'ouvrent au même moment, l'Europe et l'Asie. C'est tout le débat autour de l'Ukraine. Aujourd'hui, malheureusement, cette Ukraine, c'est le voisin direct de la Russie. Malheureusement, elle est indépendante. Mais pour la Russie, cette indépendance est une menace, bien que historiquement, ce sont des républiques sœurs. Ce sont des républiques qui sont restées longtemps, pendant plus de 300 ans. Ce sont des républiques qui ont un passé commun. Aujourd'hui, l'un représente une menace pour l'autre. Conséquence, la grande puissance. La Russie n'est pas une grande puissance. La Russie n'est pas une superpuissance. La Russie est une grande puissance. Alors que les États-Unis est une superpuissance. Okay? Qui veut à tout prix contrôler la zone. Même si ça insécurise la Russie. Qui, avec sa politique étrangère, veut revenir sur l'échiquier international comme étant une superpuissance. Elle est en train de se construire. Elle est inachevée. Mais seulement, comme pour tout État, la première fonction, c'est d'abord d'assurer sa sécurité, d'assurer sa survie. Et de s'affirmer au monde aussi. Et de s'affirmer au monde. De ce fait, la Russie trouve que l'approche américaine qui consiste à encercler la Russie est une menace. Et la Russie joue à quoi? Au désencerclement. Elle ne veut pas qu'il y ait une menace à la frontière. Parce qu'elle sait que laisser les Américains, laisser les Occidentaux à la frontière, c'est une menace directe vers la Russie qui peut voir l'État disparaître parce que les souvenirs de la guerre froide n'est pas encore effacé. C'est encore dans la mémoire. Les erreurs de Gorbatchev, les erreurs de laisser les restructurations, tout ça, Vladimir a connu la fin de la guerre froide. Il connaît qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire, que Gorbatchev a fait il y a une vingtaine d'années, que lui ne peut pas faire. Parce que si par le passé, la Russie n'a pas été, ou l'URSS n'a pas été totalement désintégrée, parce qu'à un certain moment, on a sauvé ce qu'il y avait à sauver, on a maintenu la Russie. Ça reste le plus grand pays du monde en termes de superficie, 17 millions. Aujourd'hui, si on doit encore désintégrer la Russie, ce sera pratiquement la fin de la balkanisation. C'est-à-dire on va vraiment en finir, cette fois-ci, avec la Russie. Et ça, Poutine le sait. Aujourd'hui, il joue son va-tout. Il sait que ça peut ou ne pas passer. Il n'a pas peut-être tous les éléments. Oui, Vladimir Poutine joue son va-tout, mais avec tout ça, Fiston Oleko, est-ce qu'on peut craindre une troisième guerre mondiale? Puisque vous avez suivi dernièrement, le président Poutine déclarait même que tout pays qui va aujourd'hui s'interposer à cette opération va assumer les conséquences qui découleront de cette action. Est-ce qu'on peut craindre une troisième guerre mondiale avec cette opération militaire russe? Justement, c'est ce que je disais ici, c'est que Poutine est un ancien du KGB. C'est-à-dire qu'au pouvoir d'aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire il est en train de se préparer depuis longtemps pour ce moment ici que nous vivons. C'est-à-dire il est dans son esprit, il était vraiment en train de voir comment est-ce que la Russie peut se réaffirmer dans le monde, ou soit la Russie peut défendre son intégrité, comme l'a dit bien évidemment Pati Moukouna ici. Donc, aujourd'hui, ça dépend maintenant. Il ne faut pas dire, s'il ne faut pas dire du côté occidental, ça dépend même des États-Unis et de la Russie. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des risques directs ou palpables pour aller vers la troisième guerre mondiale, mais nous sommes vraiment au bord de la troisième guerre mondiale. Parce qu'il suffit une fois que l'une des grandes puissances, entre la Russie et les États-Unis, déclenche seulement un dispositif nucléaire et c'est parti, ça va aller dans tous les sens. Donc, cette possibilité-là n'est pas à mettre de côté ou à négliger. C'est possible que ça aille lieu, mais moi je crois que nous sommes encore loin, surtout si on veut vraiment, et avec le monde actuel, avec l'évolution du monde actuel, on ne veut pas vraiment mettre tout en péril. Et voilà, donc
Les États-Unis continuent à réarmer, à soutenir militairement l'Ukraine. Et donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut craindre toujours. Pour que... Justement, aujourd'hui... Là, il y a déjà une guerre indirecte entre les États-Unis et la Russie. Mais non, justement, aujourd'hui, vous savez, jusque-là, l'Ukraine demande même qu'il y a une interdiction des aviations russes sur les zones ukrainiennes, sur le ciel ukrainien, ce qui n'est pas encore donné. Par exemple, si on arrive à ce point-là, c'est-à-dire que tout avion russe qui va passer sur l'espace aérien ukrainien, ça sera directement la possibilité pour l'OTAN de pouvoir intégrer. C'est-à-dire que l'intervention est indirecte. Les États-Unis ne peuvent pas intégrer ou soit intervenir directement. C'est justement pour craindre que nous allions à la Troisième Guerre mondiale. Je l'ai dit ici, la Russie s'est préparée non seulement militairement, mais s'est préparée aussi. Oui, il s'est préparé aussi sur le plan économique et financier. Et aller dans la Troisième Guerre mondiale, moi je crois, à mon avis, ça dépend de l'attitude ou de la possibilité des Occidentaux. Si les Occidentaux essayent d'attaquer, c'est en Ukraine que la Russie est en position d'attaque. Mais face à l'Occident en général, la Russie est dans une position de défensive. Oui, la Russie est dans une position de défensive. Mais, monsieur Patimoukouna, tout ça, quelles répercussions que ça a sur l'Afrique? Déjà, on parle des conséquences au niveau de l'Europe. La Russie venait de couper le gaz à la Pologne et à la Bulgarie, et des pays qui sont vraiment très dépendants au gaz russe, bien que la Pologne soutient qu'il a suffisamment de stock. Mais ici, en Afrique et en RDC en particulier, mais est-ce qu'on peut craindre de conséquences fâcheuses sur notre économie? Il y a de quoi craindre par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Mais bien avant de répondre à cette question, laissez-moi finir cette lecture historique que j'étais en train de brosser ici. Je vous ai parlé des origines lointaines de cette guerre qui remonte au début des années 1900. Je vous ai parlé des origines moyennes qui remontent avec la guerre froide, parce que depuis que l'URSS est devenue communiste, elle s'est érigée comme étant un État, un alter ego en fait du libéralisme. En face, désormais, il y avait les États-Unis, et en face, il y avait un État communiste. De ce fait, depuis, il y a une opposition qui relie ces deux États depuis 1917 jusqu'à aujourd'hui. Même si la guerre froide a pris fin, vous sentez que les esprits sont toujours là, sont toujours surchauffés lorsqu'on parle de la Russie et des États-Unis. Enfin, pour une dernière raison beaucoup plus récente, cette guerre a deux objectifs. La guerre que vous voyez ici. Les objectifs pour la Russie? Pour la Russie et pour les États-Unis. Je vais m'expliquer. Parce que cette guerre n'intéresse pas seulement les États-Unis, la Russie, ça intéresse aussi les États-Unis. Pourquoi? Si je vous dis que cette histoire a commencé depuis que les États-Unis ont, disons-le comme ça, ont forcé les Anglais à sortir de l'Union européenne, parce que trouvant que l'Europe était en train de céder, d'ouvrir les portes à d'autres puissances qui sont désormais en train de rivaliser avec les États-Unis. Or, l'Europe est un continent qui n'assure pas sa propre sécurité. La sécurité en Europe est organisée et assurée par une organisation qu'on appelle l'OTAN. Et l'OTAN est financée en grande partie par les États-Unis. Donc, plus de 27% comme ça. La sécurité des Européens est entre les mains des États-Unis. Or, économiquement, les Européens étaient en train d'ouvrir les portes à des capitaux des États qui sont en fait de menaces pour les Américains. Notamment la Chine. La Chine et la Russie. La Chine avec plusieurs ports ont été cédés chez les Chinois. En Grèce, la Chine a tout un port. Le port de Pirée appartient aujourd'hui à la Chine. La moitié de l'aéroport il y a un aéroport en France où la moitié appartient à la Chine. La Chine est en train d'acheter des espaces stratégiques en pleine Europe. On parle des oligarques russes aussi. Et de l'autre côté, il y a les Russes avec le gaz et le pétrole qui avancent les pions en Europe. Conséquence, l'Europe aujourd'hui est beaucoup plus dominée par des Chinois et par des Russes. Regardez seulement la plupart des propriétaires de grands clubs aujourd'hui en Europe. La plupart des sponsors. Ce sont des Russes. Les sponsors majoritaires de l'UEFA. C'est Gazprom. Oui. C'est une firme russe. Okay? Donc ça veut dire que les Américains ont constaté que les Chinois et les Russes ont envahi l'Europe. Économiquement. Avec une bénédiction des Européens. Ce n'est pas avec une opposition. Avec une bénédiction des Européens. Chose qui a visiblement énervé les Américains. Comment est-ce que nous,
nous vous protégeons sécuritairement, et économiquement, vous faites le sale boulot. Aujourd'hui, on a vu comment l'euro était devenu pratiquement la deuxième monnaie. Après, vous allez mettre les yuan et les roubles et tout ça. Donc, ça, nous sommes dans les origines récentes de cette guerre. Conséquence, les Américains ont poussé d'abord leur allié naturel qui est l'Angleterre à la sortie pour fragiliser économiquement l'Union européenne. Après, les Européens se sont tournés vers le deuxième poumon économique de l'Europe qui est l'Allemagne. Okay? Tout était canalisé vers l'Allemagne. Or, l'Allemagne est un État récalcitrant. C'est un État qui, par le passé, a causé plusieurs guerres dans le monde. La première et la deuxième, c'est l'Allemagne. C'est toujours l'Allemagne. Désormais, il fallait interdire un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Parce que le rapprochement entre l'Allemagne et la Russie a produit la Deuxième Guerre mondiale. C'est sur le pacte germano-soviétique qu'a commencé la Deuxième Guerre mondiale. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate un rapprochement réel entre l'Allemagne et la Russie. L'Allemagne importe plus de 40% du gaz russe. L'exemple que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui, ces deux États ont mis en place un projet. Aujourd'hui, ces deux États ont mis en place un projet pour contourner l'Ukraine. Or, aujourd'hui, l'Ukraine, je vous ai dit que c'est le pont qui relie les deux continents. Tout passe par l'Ukraine. Si vous avez des pipelines à mettre, ça passe par l'Ukraine. Or, ces deux États ont trouvé un mécanisme pour dévier l'Ukraine. Ils sont en train de construire un pipeline, un gazoduc, qui va aller de la Russie vers l'Allemagne sans passer par l'Ukraine. Or, en passant par l'Ukraine, ils payent le droit. L'Ukraine fait de l'argent, rien que par le passage de pipeline. Ces deux États ont trouvé un mécanisme pour contourner. C'est le fameux projet qu'on appelle le Nord Stream. Ce projet de gazoduc qui va partir de la Russie. La Russie a menacé de fermer là. De la Russie vers l'Allemagne. Ok? Il y a un autre projet qu'on appelle le South Stream qui va partir de la Russie vers l'Italie avec le géant italien qu'on appelle l'ENI. Or, quand vous regardez la configuration Italie, Allemagne et Russie, ça vous fait directement penser à la Deuxième Guerre mondiale. Mussolini. C'était pratiquement la configuration de la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous regardez Mussolini, Staline et Hitler, c'est comme si les démons sont revenus. Ok? Donc là, les États-Unis aujourd'hui dans cette guerre, qu'est-ce que les États-Unis cherchent? Les États-Unis cherchent à fragiliser l'Europe. À fragiliser d'abord l'Allemagne. Parce que l'Allemagne est très dépendante de l'URSS en termes de gaz. L'Allemagne importe 44%. C'est énorme. C'est quand on dit que il y a un État qui enrichit la Russie. En premier, c'est qui? C'est l'Allemagne. Ok? Et là, les États-Unis cherchent d'abord à pas vraiment dépiécer, fragiliser économiquement l'Allemagne. En coupant le pont, en coupant d'abord la construction même de ces pipelines. Aujourd'hui, je vous parle, les États-Unis est très satisfait du fait que la guerre a permis l'arrêt. La guerre a permis même la destruction. Aujourd'hui, on dit même que les États-Unis, c'est le pays le plus bénéficiaire de cette guerre, oui. Puisque les États-Unis arrivent à vendre du pétrole brut. Donc, ils ont vraiment fait beaucoup d'argent. Mais les conséquences en Afrique. Oui, je vais venir, chers collègues, chers confrères. Je voulais juste chuter dans cette explication pour vous dire que, en dehors de la volonté des Russes de contrôler l'Ukraine, il y a une volonté des États-Unis d'affaiblir l'Europe, d'éloigner la Russie de l'Allemagne, d'éloigner la Russie de l'Italie et de se faire une place économique dans le jeu européen. Parce qu'en fragilisant l'URSS, plutôt en fragilisant la Russie, aujourd'hui c'est les États-Unis qui apportent son gaz. Au moment où je vous parle, les États-Unis livrent 44% de gaz. Oui, il y a le pétrole brut, okay. Tout ça. Ils sont en train de compenser la fourniture en gaz des Russes. Aujourd'hui, ils ont augmenté leur livraison, les États-Unis, je parle, à 44%. Déjà, ils amènent 44%. Ils ont une autre livraison qui vient de l'Azerbaïdjan, qui produit 15%. Donc, les deux mis ensemble, ces deux États, l'Azerbaïdjan et les États-Unis, amènent une cinquantaine de pourcents du gaz. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a 49% qu'on doit trouver. Comment faire pour réduire la Russie en ce qui concerne son poumon économique qui est le gaz vis-à-vis de l'Europe. Donc, pour les États-Unis, c'est une guerre très satisfaisante. Une guerre qui arrange vraiment les Américains. C'est comme ça que vous verrez dans les négociations, ça traîne. Zelensky change de position à tout moment. Zelensky joue à l'usure.
il est très confiant et rassurant que cette guerre, elle risque de la gagner. Pourquoi? Parce que les Américains sont en train d'aller dans la longueur. Ils sont en train de... Suivez Biden, il vous dit que préparez-vous, cette guerre sera longue. Ça prendra des mois, ça prendra des années. Ce n'est pas une histoire à régler dans 6 mois. On va amener l'Europe jusqu'à l'épuisement économique. Ils vont amener les Russes à l'épuisement économique. Et les Américains vont revenir pour faire partie des Chinois, faire partie des Russes. Maintenant, venons-en là, aux conséquences. Effectivement, il y a des conséquences. Partout, aujourd'hui, nous sommes en pleine globalisation, en pleine mondialisation. Toute crise, peu importe l'endroit, aura des conséquences dans plusieurs économies. Aujourd'hui, la Russie représente une grande production dans le secteur du bleu, dans le secteur du maïs, dans le secteur des métaux, dans le secteur de l'énergie, dans plusieurs secteurs, la Russie produit et fournit des matières au niveau mondial. Déjà, le blé, c'est un problème. Je vais vous donner quelques chiffres que j'ai écrits avant de monter sur le plateau en ce qui concerne l'Afrique. Déjà, la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de la Russie, c'est 60% de blé pour l'Égypte, c'est 75% pour la Tunisie, c'est 62% pour la Tunisie, 62%, 38% pour le Maroc, 100% pour le Bénin, Somalie c'est 100% et la RDC c'est 50%. Ici, je n'ai pris que l'exemple des États qui dépendent de la Russie et de l'Ukraine en termes de bleu. Or, ces deux États représentent pratiquement le premier et le quatrième, si je me trompe, en termes de producteurs. C'est le premier et le deuxième d'ailleurs mondial. Voilà. Et en termes de producteurs mondiaux. Donc, et c'est le défaut de la guerre. Depuis, plus personne ne s'occupe des champs. Parce que la zone où se fait le bleu, c'est la zone en conflit. Tout près de la mer Noire. C'est là-bas qu'il y a la guerre. Donc, plus personne ne pense à la guerre. Plus personne ne pense à la récolte. Plus personne ne pense aux fertilisants. Parce que pour faire le bleu, il faut commencer par fertiliser les sols. La Russie n'a pas de fertilisants. La Russie aussi achète des fertilisants. L'Ukraine aussi achète des fertilisants. Donc l'Ukraine dépend aussi de autres. Par exemple, le potasse vient de l'Afrique. La Russie est aussi dépendante de l'Afrique en termes de potasse, en termes d'autres histoires qui participent dans la production. Donc il y a une interdépendance des économies, mais les économies qui seront beaucoup plus touchées, ce sont les économies faibles, comme les économies d'Afrique, qui dépendent... L'Afrique subsaharienne. Ouais. Oui, même l'Afrique du Nord, parce que je vous ai cité ici, l'Égypte, c'est 60%, la Tunisie, c'est 75%, l'Algérie, c'est 5%, la Tunisie, 62%. Ce sont les États de l'Afrique du Nord qui dépendent en grande partie du bleu. Nous ne ressentons pas les effets du blé. Pourquoi? Parce que le Congolais, en grande partie, consomme le maïs. Okay? Même si il y a des gens qui aiment bien le pain, mais je vous dis qu'en grande partie, en tout cas, de ce qui nous fait vivre en termes de... Les principales de ce que nous consommons au Congo, c'est le maïs. Jusqu'à aujourd'hui, le blé n'a pas encore dépassé le maïs en termes de consommation. Oui, Monsieur Pati Mukuna, les conséquences sont vraiment fâcheuses sur le plan alimentaire. Hein, comme vous venez de le présenter, l'Afrique est vraiment très dépendante du blé produit par la Russie, exporté par la Russie. Mais il y a aussi cette conséquence économique, c'est sur les hydrocarbures. Hein, on sent déjà en Afrique, il y a 2 pays qui sont bénéficiaires de cette guerre puisqu'ils vont exporter du pétrole et ils vont avoir de l'argent. Vous avez un pays comme l'Angola qui a aussi connu une augmentation de ses recettes. Mais comment ici en RDC on fait face à cette situation, Fiston Oleko? Justement, vous savez, dans une guerre, il y a toujours 2 formes de conséquences. Il y a des conséquences qui sont un peu positives, il y a aussi des conséquences qui sont négatives. Donc, parlons de conséquences négatives. M. Pati Mukuna s'est largement appesanti sur ce point-là. Donc, il faut dire qu'en Afrique, nous ne produisons pas les blés, ça c'est sûr. Les chiffres ont été donnés. En République démocratique du Congo, nous importons 55%, si on prend les chiffres du ministère de l'économie, des blés qui viennent des États, de la Russie. De l'Ukraine, on importe à hauteur de 15%. Donc, c'est énorme, c'est 75%, c'est 65% ou 70% des blés que nous consommons ici en République démocratique du Congo qui viennent de ces 2 pays-là qui sont actuellement en guerre. Les conséquences sont justement ressenties. Si vous voyez aujourd'hui même, le grammage a diminué. Si vous voyez même ici, dans le supermarché, les pains ont augmenté des prix, de voir de 20 à 30%. Voilà pourquoi même le gouvernement aujourd'hui de la RDC imagine à pouvoir intégrer 30% des farines de manioc dans la panification.
Et c'est une pratique qui n'est pas seulement congolaise, c'est déjà même effectif dans des pays comme le Cameroun, dans le Mali. Le Mali veut même aller jusqu'à 40% d'intégration de cette farine-là pour essayer un peu de compenser cette pénurie des blés qui est vraiment une céréale très importante dans la fabrication du pain. Mais du côté positif, vous avez parlé ici surtout sur le plan des énergies fossiles. Donc, aujourd'hui, nous avons vu les Italiens venir jusqu'au Congo-Brazzaville pour signer un contrat. Même l'Union européenne venir jusqu'au Nigeria. J'ai voyé la semaine qui s'achève aujourd'hui au Nigeria pour pouvoir nouer de nouveaux partenariats pour essayer un peu de fournir l'Europe en gaz. On a dit ici que, et c'est vrai que les Européens ou l'Union européenne dépendaient en grande partie au gaz qui venait justement des pays qui sont aujourd'hui en conflit, en guerre. Donc, les conséquences sont positives mais aussi négatives. L'Afrique aujourd'hui subit de plein fouet, bien que ça a un niveau un peu mitigé, mais nous subissons ces effets-là. Non seulement le blé, mais il y a aussi l'huile végétale qui viennent de ce pays-là, surtout nous les tournesols. Qui viennent justement de l'Ukraine. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là pour revenir à votre question? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont des solutions mais tout ça, est-ce qu'on peut, avec tout ça, avec cette conséquence, on peut vraiment craindre une aggravation de la pauvreté en République démocratique du Congo? Puisque le prix augmente et il y a le pouvoir d'achat qui est très faible. Déjà, nous avons des problèmes de pauvreté, déjà nous avons des problèmes de malnutrition qui sont très vraiment accrus. Donc, on doit craindre cela. C'est évident parce que nous importons presque tout. Ici, ce que nous produisons n'arrive même pas à satisfaire la consommation locale. C'est-à-dire nous sommes obligés à pouvoir essayer d'importer toujours, surtout des biens des premières nécessités. Nous sommes dans un pays où il est... on importe même les oignons. On importe même des oignons, on importe même des petites aiguilles à coudre les habits. Donc, c'est compliqué pour nous. Mais il faut voir maintenant comment alléger tous ces problèmes, surtout avec des projets à long terme. Nous sommes habitués à faire des choses un peu à la va-vite, des projets à 2, 3 mois, 4 mois. Mais on doit vraiment penser à pouvoir compenser tout cela avec des projets à long terme pour faire face et puis diminuer un peu cette dépendance de l'extérieur qui est trop durée. Il y a M. Petit Moukouna, il y a les Fonds monétaires internationaux qui vient même de revoir ses prévisions de croissance économique en Afrique subsaharienne. Les prévisions étaient de 4,5% et aujourd'hui c'est revu à 3,8%. Donc on peut toujours craindre cette situation. Est-ce qu'on peut se relever par rapport à ça? Si on peut se relever, là il faut commencer déjà à penser au mécanisme de l'échange, parce que la guerre, je vous ai dit, en tout cas selon les meneurs, ils sont là pour longtemps. C'est pas moi qui l'ai dit, Biden l'a dit, Poutine l'a dit. En tout cas, ils sont là pour longtemps et le monde court derrière ce qu'on appelle l'ouragan. La famine va venir, la famine va frapper parce que le bleu, quand on parle de 75%, c'est quand il n'y en a pas, c'est la faim. Les gens vont commencer à dormir affamés. Déjà, bien avant la crise ukrainienne, l'Afrique avait 10 millions de personnes qui étaient en insécurité alimentaire. Ça, c'est le chiffre de 2019. Rien qu'en 2022, nous sommes au mois d'avril, il y a maintenant 44 millions d'Africains qui vivent dans une insécurité alimentaire. Donc, les chiffres vont grimper. Nous sommes à 40 millions des Africains qui sont sous insécurité alimentaire. Avant, nous étions à 10 millions. Et nous sommes que dans les 4 premiers mois de l'année. Et là, c'est beaucoup plus dans des pays en conflit. Vous avez la République démocratique du Congo, qui est un pays aussi post-conflit. Tout ça. Toute l'Afrique sera secouée. Toute l'Afrique sera secouée parce que l'Ukraine et la Russie, c'est pas seulement le bleu. L'Ukraine et la Russie, c'est aussi les métaux. Oui. Je vous ai dit que c'est le fer, l'aluminium. Voilà, le fer, l'aluminium, l'acier. Aujourd'hui, il y aura des problèmes avec les conserves. Par exemple, le métal avec quoi on fait le bois des conserves, vont devenir très rares. Ce qui fait que les conserves vont poser des problèmes. Les conserves, aujourd'hui on parle du pain, demain on parlera de la sardine, on parlera de pilchard qui vont monter le prix. Pourquoi? Parce que rien que la boîte, la matière pour fabriquer la boîte devient rare. La matière vient d'où? La matière vient de la Russie qui produit autant d'acier, autant d'aluminium. Donc il y aura d'autres secteurs qui seront fouettés du fait que les conflits vont perdurer dans le temps. Donc l'Afrique doit se préparer. L'Afrique doit trouver des moyens de reconversion. Parce que
nous ne sommes pas loin d'une guerre totale. Je vais vous donner quelques éléments de précision par rapport à la réponse que Fiston a donnée par ici. La guerre, après 65 jours, est pratiquement entrée dans sa deuxième phase. La première phase, c'était une phase défensive, où les Ukrainiens étaient en train de se défendre contre les attaques russes. Ils ont résisté, ils ont tenu 62 jours. Alors que dans des probabilités, lorsque vous regardez la superficie de l'Ukraine, vous regardez la machine... L'Ukraine a résisté, mais il y a plus de 7 millions de déplacés. Vous regardez la machine russe, vous regardez la superficie ukrainienne. Si la guerre n'était pas devenue hybride, si c'était une guerre conventionnelle, une guerre normale, on serait déjà parti, on aurait déjà fini la guerre. Or, aujourd'hui, la Russie pensait peut-être attaquer l'armée ukrainienne, mais sur terrain, elle s'est retrouvée dans une guerre hybride, où elle a en face l'armée ukrainienne, mais elle a aussi en face une nouvelle forme de force armée, qu'on appelle la brigade internationale. Ça veut dire que ce sont des gens qu'on appelle des volontaires. En réalité, ce sont des militaires qui viennent sans étiquette d'État. Sans étiquette d'État. Mais fournis par d'autres pays. Ok. Ils viennent sans étiquette d'État. Et on leur donne le nom de brigade internationale. Au fond, des vrais militaires. Qui d'ailleurs, si vous fouillez, ils ont été défalqués dans des armées régulières. Oui, oui. Ok. Pour envoyer au niveau de l'Ukraine. Conséquence, ça a rendu la guerre impossible. C'est ça même l'hybridité de la guerre. Aujourd'hui, la Russie fait face à une armée conventionnelle, régalienne, mais fait aussi face à une armée asymétrique. Une armée qui se bat dans les logements des gens, une armée qui n'a pas d'étiquette nationale, une armée qui est entraînée par des instructeurs venant des États-Unis, parce qu'il y a des renseignements sûrs que ce sont les Américains qui entraînent. Les États-Unis, ce sont le plus gros contributeur en termes de moyens militaires à l'Ukraine jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la Russie vous dit que les pays qui vont intervenir aura des conséquences logiques, mais c'est un leurre. Parce qu'aujourd'hui, il y a 40 États formellement reconnus qui envoient des armes, qui envoient des munitions, ils sont reconnus. Aujourd'hui, la Russie n'a attaqué aucun État en dehors de l'Ukraine. Aujourd'hui, vous comprenez? C'est-à-dire que ce sont des menaces que Poutine ne pourra peut-être pas exécuter parce que tout le monde connaît que l'Angleterre est impliquée dans la guerre, le Canada est impliqué, la France est impliquée, la Pologne est impliquée. Ils envoient des munitions et ils envoient des armes. Ils sont militairement puissants. Ils sont militairement en Ukraine. Donc jusqu'à aujourd'hui, la guerre ne s'est pas amplifiée. Elle est cantonnée au niveau de l'Ukraine. Donc, les États-Unis, aujourd'hui, a fait passer la guerre dans sa deuxième phase. Comment? Les États-Unis a cessé de livrer les armes défensives pour commencer à livrer les armes offensives. Depuis les 14, depuis la nuit du 12 au 13 avril, les États-Unis ont livré des armes offensives à l'Ukraine. Parce que vers les 14, 15, je crois, les Ukrainiens ont coulé pour la première fois un navire, un sous-marin, pas un navire, un sous-marin russe, Moskva. Bon, la Russie n'a pas accepté cela. Les Ukrainiens ont coulé un sous-marin russe avec une arme offensive. Avant, ils n'en avaient pas. Depuis qu'ils ont des armes offensives, c'est-à-dire qu'ils vont désormais les utiliser. De la même façon que la Russie tire sur l'Ukraine, ne soyez pas étonné que demain que c'est l'Ukraine qui tire sur la Russie. Donc demain l'Ukraine peut exporter la guerre aussi en Russie. On peut commencer à constater des morts à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou aux alentours des villes qui sont proches de l'Ukraine. La guerre est entrée dans sa phase offensive de deux côtés. Parce que maintenant, il faut s'attendre que la Russie va attaquer et l'Ukraine va attaquer. Et pas plus tard qu'hier, les États-Unis ont levé l'option de débloquer 33 milliards de dollars pour financer la guerre. Donc là, c'est une deuxième phase que peut-être la Russie ne s'y attendait pas. Parce qu'une guerre dont l'on est... Mais là, il faut que le Congrès américain puisse adopter cela et puis autoriser l'administration Biden à... Bon, il faut... nous voyons que ça va passer. Parce que présentement, là, l'Amérique est en bonne santé, l'Amérique vend les armes. Tous les États qui ont augmenté leur budget. L'Amérique est en bonne santé, mais on parle de l'inflation aussi qui galope. Tous les États qui ont augmenté leur budget de défense achètent les armes aux États-Unis. Par exemple, l'Allemagne a augmenté son budget de 100 milliards. Où est-ce qu'elle trouve les armes? C'est aux États-Unis. C'est les États-Unis aujourd'hui qui font les armes. Aujourd'hui, la guerre qui fournit les armes, c'est les États-Unis. Les armes ne sont pas gratuites.
Les armes, on les achète, même si c'est moi qui vous finance. L'Ukraine va rembourser tout cela. Ok, donc financièrement, l'État qui s'est fait beaucoup plus de revenus, c'est les États-Unis qui est en train de vendre. Donc je ne vois pas comment les congrès américains pourraient bloquer la loi qui va autoriser le déblocage de 33 milliards de dollars pour injecter dans une guerre qui est à l'avantage des États-Unis. Comme je vous ai dit, qui va fragiliser l'Europe, qui va essouffler la Russie et qui va voir l'Amérique revenir peut-être en force au niveau de l'Europe. Alors, pour revenir, c'était juste pour parler de la guerre qui a pris, j'ai fait l'entre-parenthèse pour parler du deuxième volet que la guerre a pris par rapport à ce que les États-Unis ont apporté. Mécanisme de compensation. L'Angola aujourd'hui a vu ses recettes augmenter parce que l'Angola a le pétrole. Mais le pétrole qui en partie vient de la RDC. Parce que n'oubliez pas l'histoire du plateau continental avec la gestion commune des ressources entre l'Angola et la RDC. Ça, c'est un autre débat que nous ferons sur le plateau continental. Et d'où vient le pétrole? Une partie, pas tout. Une partie du pétrole de l'Angola vient de la RDC. Donc là, avec tout ça, ça c'est notre débat. Mais qu'est-ce que la RDC peut faire aujourd'hui pour participer aussi, pour devenir un pays solution? Par exemple, la Russie exporte 18% de maïs dans le monde. Or, au Congo, rien que dans une campagne agricole de 3 mois, nous pouvons compenser la production de maïs que la Russie n'est plus en mesure de fournir. Parce que la Russie, maintenant, peut-être elle est beaucoup plus occupée à faire la guerre. Au Congo, planter le maïs, c'est 3 mois. Dans 3 mois, vous récoltez le maïs. Et si vous faites une campagne agricole dans les 26 provinces, dans les 3 mois à venir, le Congo peut fournir au monde le maïs que beaucoup de gens consomment. Le Congo aujourd'hui n'est dépendant que dans le volet pain. Parce que vous le savez que nous ne consommons pas vraiment le blé. Nous consommons, je l'ai dit, nous consommons le maïs. Et même dans ce volet-là, en grande partie, nous avons déjà appris à trouver des mécanismes de compensation. Je ne vous apprends pas, vous savez qu'au Congo, il y a ce qu'on appelle les mikata masango. Ok? Donc il y a le pain, il y a le béni. On parle aussi des mikate à l'osso d'ailleurs. Aussi les mikate à l'osso. Ça veut dire que ce sont aussi des mécanismes de compensation. Ça passe pour les Congolais. On le consomme chaque matin. C'est juste une question de culture et d'habitude, ça peut changer. Mais en parlant de cela, Fiston Leko, la RDC peut faire face à cela, peut aussi être résiliente face à cette crise économique qui secoue le monde. Justement, c'est comme je le disais ici avant, que c'est une question de choix, c'est une question de vouloir, c'est une question de volonté politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur Patimou, qu'on a parlé de maïs, donc il y a dans plusieurs projets, quand on a parlé peut-être de farine de manioc, vous savez, aujourd'hui, il y a des essais qui ont été faits devant même la Banque africaine de développement BAD, avec des gaufres que nous consommons, des gaufres totalement fabriqués à partir des farines de manioc. Vous savez, ici au Congo, nous produisons des maniocs en grande quantité, bien qu'il se pose aussi ce problème des infrastructures de base qui ne permettent pas à ce que... Il faut des usines, il faut tout ça. Justement, qui ne permettent pas à ce que ces maniocs-là qui sont produits dans des villages un peu éparpillés puissent rejoindre les grands centres de consommation. Donc la RDC a cette possibilité-là aussi de pouvoir compenser dans d'autres... avec d'autres possibilités comme les maniocs, comme le maïs que M. Patimou a dit ici. Mais il faut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une véritable volonté, parce que ce n'est pas une chose facile aujourd'hui, avec notre 2 345 000 km², de pouvoir, 10 jours au lendemain, pouvoir créer ces, je ne sais pas comment on peut l'appeler, des zones ou des parcs agro-industriels qui vont essayer un peu de compenser cela de manière un peu beaucoup plus rapide. Mais il y a cette possibilité-là de pouvoir aller dans ce sens et de pouvoir trouver des solutions, non seulement pour le Congo, mais aussi pour, vous savez, la RDC, c'est un pays un peu spécial qui a 9 voisins. Si on parle aujourd'hui de la crise qui touche le monde, et il faut dire aussi que tous les 9 voisins de la République démocratique du Congo sont touchés, surtout sur le plan alimentaire. Et si la RDC essaie un peu de pouvoir sortir du lot dans ce sens-là, nous allons réellement un marché de 9 pays qui est autour de nous, qui peuvent justement aussi constituer un marché important pour ce que nous allons produire. C'est une question de volonté et c'est possible, ce n'est pas impossible. Une question de volonté et d'action. Nous arrivons presque à la fin de cette émission, mais une question à laquelle vous allez tous répondre.
aujourd'hui, quelle est la relation que l'Afrique aujourd'hui peut avoir avec les deux pays qui sont en guerre, l'Ukraine et la Russie? Comment peuvent se présenter cette relation? Puisque vous savez déjà avec l'Occident, par exemple la France, hein, qui est en bruit avec certains pays africains, notamment le Mali, Centrafrique. Mais pour le cas de la Russie et l'Ukraine, comment peut se présenter la relation, puisque l'Afrique subit les conséquences de la guerre de ces deux pays? J'ai l'impression que la situation de 1960 va revenir, où les États africains doivent faire le choix entre aller à gauche ou aller à droite. C'est pratiquement la même question aujourd'hui. Est-ce que les Africains doivent soutenir la Russie ou doivent soutenir l'Ukraine? Et là, je vois déjà 2, 3, 4 vont prendre la position de soutenir la Russie, entre autres les États qui bénéficient beaucoup plus de la Russie. Là, je vois le Mali, les États qui ont bénéficié de ce coup d'État avec la main noire de la Russie. Mais je vois une grande partie en tout cas des États africains s'est rangée derrière la Russie, d'autant plus qu'ils ont beaucoup plus à gagner avec les États-Unis. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique reste encore, tant soit peu, une chasse gardée des Américains. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'États ne voudront pas entrer en conflit avec les Américains en soutenant ouvertement la Russie. Donc, peut-être ils en ont l'intention. Notamment la RDC. Peut-être ils en ont l'intention, mais ouvertement, ils ne peuvent pas le faire. Notamment la RDC. La RDC aussi n'a pas beaucoup plus d'intérêt à soutenir ouvertement la Russie. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est en partenariat privilégié avec les États-Unis. La RDC bénéficie de beaucoup de choses des États-Unis. Donc aujourd'hui, pour la position congolaise, on n'est pas à mesure de s'afficher comme étant un allié de la Russie. Donc là, c'est catégorique. Beaucoup des États seront obligés, même l'Afrique du Sud, qui est dans une organisation multilatérale avec la Russie, le BRICS, sera obligé de prendre position parce qu'aujourd'hui, même s'ils sont membres du BRICS, ils vont soutenir les États-Unis parce qu'il y a des intérêts stratégiques qu'il ne faut pas énerver. Donc, l'Afrique n'est pas indépendante, elle n'a pas construit assez son indépendance. De ce fait, elle est obligée en grande partie d'être derrière les Américains au risque de voir leurs économies, qui est encore dépendante de l'Occident, être encore fragilisée. Déjà, en dehors même de la menace que représente la Russie et l'Ukraine, je vous informe que beaucoup des États ont limité l'exportation des denrées alimentaires déjà. Par exemple, le Ghana et l'Algérie ont limité les denrées alimentaires qu'ils produisent chez eux. Donc, si, en dehors de l'Ukraine et la Russie, les États qui dépendent du Ghana, même en café, n'auront plus de café. Pourquoi? Parce que chacun essaie maintenant de préserver ce qu'il a chez lui. On ne sait pas la famine peut prendre combien de temps. Donc, le monde doit se préparer, la RDC doit se préparer. Nous avons des mécanismes qu'on peut compenser. Nous avons le gaz chez nous. Parce que quand on parle de gaz, on oublie que les gaz aussi, il y en a au Congo. Les gaz, il y en a des couches au niveau du lac. Donc la RDC peut aussi jouer un rôle dans ces conflits pourvu de se glisser et de jouer, de se faire de l'argent. Donc pour ne pas tirer en longueur l'émission et vous permettre de chuter. Donc on pourra revenir prochainement pour beaucoup plus de lumière. Mais je crois que l'Afrique est secouée, la RDC aussi, et on ne va pas se limiter à faire les constats du fouet. On doit aussi trouver des mécanismes. Parce que 4 choses vont réellement arriver dans cette guerre. C'est d'abord l'augmentation du prix des denrées. C'est d'abord... On les constate déjà. La hausse du prix du combustible. Le carburant déjà au Congo a augmenté de 100 francs. Il y a toujours de pression. Il y a toujours des pressions. Là, en France, le carburant a augmenté de 1,74 € à 1,95 €. Donc même en France, le diesel a augmenté. Il y aura la baisse des recettes dans le tourisme en Afrique. Il y aura un accès restreint aux marchés internationaux des capitaux. Donc voici au moins globalement les 4 conséquences qui vont frapper l'Afrique, dont on est obligé de trouver les mécanismes de compensation. Fiston Leko, il y aura en grande partie de pays africains qui vont se déclarer ouvertement soutenir les États-Unis, puisque les États-Unis considèrent toujours l'Afrique comme sa chasse gardée. On sait comment les États-Unis manœuvrent en Afrique pour avoir toujours le contrôle, mais il y aura peu de pays qui pourront
s'allier à la Russie. Quel est votre avis? Justement, naturellement, c'est ce qui se passe. Si vous voyez par exemple en RDC, tous les 9 voisins, il n'y a que le Centrafrique qui peut s'allier d'ailleurs. Il s'est exprimé, le pays s'est exprimé ouvertement. On a vu des manifestations. Il y a eu l'Érythrée même, à l'Assemblée générale. Par rapport aux 9 voisins de la RDC, il n'y aura que le Centrafrique qui peut soutenir l'Ukraine. Donc aujourd'hui, depuis 1989-1990, l'équilibre, surtout géopolitique au niveau de l'Afrique, a vraiment beaucoup plus changé. Il y avait vraiment pas égalité, mais l'URSS avait un peu de poids en Afrique. Vous savez, en 1990-91, comment l'Afrique s'est démocratisée avec les conférences nationales souveraines dans presque tous les pays. Il y en a eu ici, il y en a eu au Congo-Brazzaville, il y en a eu au Bénin, il y en a eu un peu partout. Justement pour démocratiser les pays. Quand on parle de démocratisation, on voit directement les États-Unis, on voit directement l'Occident. Donc déjà la RDC d'ailleurs s'est exprimée à 2 reprises en faveur de l'Ukraine. C'est-à-dire que ce serait difficile parce que nos 9 voisins sont aussi nos premières menaces. Parce que quand nous avons le Rwanda, c'est vraiment le bras droit des États-Unis. Il y a les Ougandais, il y a ici le Congo-Brazzaville avec la France. Quand on parle de la France, on voit directement les États-Unis, on voit la Tanzanie. Donc, en ce moment ici, la RDC, comme l'a dit bien M. Pati Mukuna, nous n'avons moins de choix de pouvoir choisir autre chose que de pouvoir soutenir l'Ukraine qui a derrière justement, les États-Unis, la France et tous les pays occidentaux. Donc, pour parler des mécanismes de pouvoir essayer un peu de compenser, et il y a le FMI, vous avez cité dans un rapport qu'il a publié hier jeudi. Le rapport régional sur les perspectives économiques. Oui, on a parlé justement des subventions ciblées, il y a tout. Moi, je crois que l'Afrique ne doit pas simplement se fier aux aides qui viennent de l'extérieur. L'Afrique doit maintenant s'assumer. Nous avons eu 2 crises dans 3 ans. Vous savez, à la fin 2019, nous avons connu cette crise liée à la pandémie de Covid-19. Et maintenant, nous avons la crise russo-ukrainienne. Les changements climatiques aussi. Les changements climatiques. Justement, pour ne pas citer la crise de 2008 avec la crise financière internationale, c'est-à-dire ce qui a démontré que le monde aujourd'hui, c'est vraiment un système. Cette théorie-là n'est pas un chimère, c'est vraiment un système dont, quand il y a des problèmes avec certains éléments, c'est l'équilibre de tout un système qui est dérangé. Donc, les pays africains doit vraiment se prendre en charge pour essayer un peu de riposter et ne rester pas seulement de se contenter derrière les aides qui viendront de tel ou tel pays qui sont d'ailleurs insuffisants. Le monde aujourd'hui est touché par les conséquences qui découlent de la guerre en Ukraine, la guerre menée par la Fédération de la Russie. L'Afrique est touchée économiquement, la RDC aussi, mais le pays africain, comme l'a dit les 2 intervenants, doivent prendre vraiment toutes les précautions, mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour faire face à cette crise et ne plus rester dépendant des aides étrangères. Voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. À la prochaine.